Patrick Fonte. Va sortir Madonna. Je plains les familles qui ont acheté ici Paris cette semaine. Ne laissez pas traîner ça sur la table du salon. Faites de quoi vous risquez d'assister à la scène suivante. Bébert, Bébert, Bébert. Forcément, c'est le gosse dont les parents achètent ici Paris. Alors, il est pas... Bébert, regarde la photo, là, Bébert. Il y a Madonna qui est allongée sur le dos. Il y a un monsieur qui penche sa tête sur sa figure. Et il y a un autre monsieur qui a mis sa tête entre ses cuisses. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les deux messieurs? Je sais pas, mon chéri, je sais pas, mais ils se téléphonent. Mais putain, si ce téléphone, il doit y avoir de la friture sur la ligne. Oh putain, con, putain. Mesdames, messieurs, il est temps de dire stop à cette montée de la pornographie. Et dans cette croisade anti-sexe, je me propose d'être le porte-parole des protestataires. Ah, ça vient de sortir, ça. J'ai un slogan, suce au sexe. Oui, il y a certainement mieux. Il doit y avoir mieux. Il doit y avoir mieux en travaillant un peu. Mais nous en discuterons au cours du prochain séminaire. Participation aux frais, 85 francs par personne, 20 non compris. Halte au harcèlement sexuel. Nous autres quinquagénaires, nous sommes harcelés par les minettes. Et j'en sais quelque chose. Mardi dernier, je suis allé dîner chez des amis. Charmant, lui est ingénieur, elle est décolorée. Eh bien, à la fin du repas, la cadette, âgée de 16 ans à peine, m'invite à monter dans sa chambre pour admirer le poster des New Kids on the Block. Il n'y a rien à foutre de ces cons-là, moi. Bon, j'y vais, par politesse. Je n'étais pas plutôt entré dans la chambre qu'elle se jette sur moi, déboucle ma ceinture, mon pantalon tombe, un pantalon tout neuf que ma femme avait repassé la veille. La voilà qui s'agenouille afin de me besogner, pour parler. Alors pour les enfants qui nous écoutent, ça veut dire tailler une pipe. Ah, on a bien fait de venir ici pour entendre ça. Oh, bah on est bien, hein. Non mais, vous imaginez la scène, hein? Ah bah oui, hein. Oui. La porte de la chambre s'ouvre brutalement, et la mère apparaît. Vous voyez la scène? J'ai juste eu le temps de balbutier devant la mère. Alors comme ça, Marie-Claude est passée en terminale? Il est temps de réagir. Grâce à l'oral. Sans jouer les peurs. L'ordre moral, oui. Sans jouer les peurs, la pudeur, bien sûr, car moi aussi, la sensualité m'habite. Mais... Je coupe ma bite. Mais les jeunes sont déboussolés par cette avalanche libidineuse. Les jeunes font l'amour avant de se marier. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Comme j'ai dit à mon fils qui est déjà grand, il a eu son anniversaire cette année. Je lui ai dit grin. La jeune fille que tu fréquentes sera plus tard une femme comme ta mère et moi. Respecte-la d'autant plus qu'elle est très jeune, elle vient juste de passer en terminale. Oui, vous allez me dire, tout ça est un peu facile, tu puises tes informations dans Ici Paris, le drapeau de la connerie dont le lecteur est le manche. Eh bien, prenons VSD. Prenons VSD. Hein, si vous allez chez le dentiste, vous connaissez VSD. Eh bien, lisez. Tiens, même Dieu aimerait être dans ma culotte.
C'est Madonna qui dit ça, page 69, j'invente rien. Bravo VSD. Bravo. Elle parle de Mitterrand peut-être. Même Dieu aimerait être dans ma culotte. Je savais que Dieu était partout. Mais dans la culotte de Madonna, on dirait c'est mieux que dans le slip de Jean-Paul II. Il va falloir modifier les cantiques. Dieu est amour avec du poil autour. Et c'est pas tout. Dans l'extrait du nouveau bêtisier que l'on doit à VSD, merci, regardez, page 41, Régine déclare « Je pense aujourd'hui qu'il est important de savoir se faire soi-même plaisir avec ses propres mains. » En attendant les pieds avec Régine, on ne sait jamais. Et enfin, nous terminerons avec Marguerite Duras, pour relever le niveau, quand même. Parce que là, bon, on est descendu très bas, je l'admets. Marguerite Duras, les femmes jouissent d'abord par l'oreille. D'accord, mais laquelle? Non, non, chérie, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Je déconne. Marguerite a raison. Oui, oui, mesdames, un petit mot doux que l'on souffle dans votre oreille ne vaut-il pas mieux que le plus pur diamant? Si. Vous avez raison. Et pour nous les hommes, quelle économie. Alors Jean-Luc Lahaye, consacré aux enfants abandonnés. Là, c'est une chanson qui concerne les animaux abandonnés. On abandonne beaucoup de choses en ce moment. Comme les 300 000 saligots qui laissent tomber leurs animaux à la veille des congés payés. Comme les 300 000 assassins qui abandonnent chats et chiens sans espoir de les retrouver. Préméditant leur saloperie, madame et monsieur sont partis. Le chien qui remuait la queue avait du bonheur plein les yeux, installé sur le siège arrière. De la 504 en partance pour la grande route des vacances qui doit passer par la Fourrière. Quand l'animal devient trop lourd, avec ses 10 kilos d'amour. Et la voiture s'est arrêtée, la portière s'est refermée, tout s'est passé comme prévu. Et la voiture est repartie, le chien encore tout étourdi fait celui qui ne comprend plus. À la même heure, un peu partout, d'autres chiens sont devenus fous. Appuie sur l'accélérateur, 110, 120, 130 à l'heure, le chien va-t-il nous rattraper ? Il avait beau être bâtard, il était capable d'avoir des accès de fidélité. Effectivement, le chien courait après l'auto qui s'enfuyait. Les maîtres se sont retournés un court instant pour vérifier si le chien les suivait encore. Mais le code nous a dit 100 fois qu'il faut regarder devant soi. Et la route a compté 2 morts. Après l'horrible collision d'une 504 et d'un camion. C'est vrai que les routiers sont sympas de temps en temps, hein? Alors le chien s'est arrêté. On ne sait pas s'il a pleuré, on ne sait pas s'il s'est marré. Il est parti à travers champs, loin des rumeurs de l'accident, la queue flottante au vent d'été. Une petite fille l'a recueilli, et mort au con et vive la vie. Mort au con et vive la vie. Tout le monde avec moi. Mort au con et vive la vie. Allez plus fort. Mort au con et vive la vie. Ouais. Mort au con et vive la vie. Une dernière fois. Mort au con et vive la vie. Patrick Fonte.
Dans la file d'attente qui attend de voir Christophe Colomb, personne ne dit ça raconte quoi. Tout le monde connaît l'histoire. C'est pas Christophe Colomb qu'on est allé voir dans ce film. C'est pas Christophe Colomb. Hein? C'est qui? C'est... Il n'en a pas répété. Hein? C'est Depardieu. Gérard Depardieu, notre Gérard Depardieu. Même si certains font la fine bouche en disant « Depardieu, oh non, il y en a marre. Chaque fois qu'on le voit, c'est lui. » Ah oui, c'est lui. Moi, j'aime Gérard Depardieu. Merde, il ne pourrait pas s'appeler Durand comme tout le monde. Non, ce qui me gêne, c'est Dieu là-dedans. Ben, c'est lui. J'aime Gérard Depardieu. D'abord parce que je le trouve beau et surtout parce que ma copine le trouve laid. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. L'école nous l'a rabâché. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Le film nous l'a confirmé. Et quand Ève Ruggieri nous racontera comment Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il n'y aura plus de doute possible. Alors Christophe Colomb s'embarque. Et la longue traversée va durer tout le temps de la traversée. Au début, tout va bien, c'est l'enthousiasme, les marins chantent, ICO, Boujaniaké, pousse la nana et moule café. Et puis, les jours passent. Les jours passent. Les uns après les autres. Et non pas l'inverse, sinon le bateau irait à reculons. Et les semaines. À l'horizon, il n'y a que de l'eau à verte de pu. Oui. Et réciproquement. Tout autour du bateau, de l'eau, ce qui pour un bateau est assez logique. Car enfin, à la Santa Maria, c'est pas Madonna. Elle va pas passer sa vie attachée à une bite. Coupez la dernière phrase. Coupez la dernière phrase. Je reprends où j'en étais. Alors, j'en étais à la page 2, oui. Quand est-ce qu'un cinéaste courageux nous montrera un Christophe Colomb qui part en croisière et qui revient 6 mois plus tard en disant « J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. » Alors là, on verrait le roi de France arriver ventre à terre et prendre Christophe Colomb dans ses bras en lui disant « Bravo Christophe, tu n'as rien trouvé, bravo, car figure-toi que j'avais fait un cauchemar. En 1492, tu découvrais l'Amérique et 500 ans plus tard, en 1992, l'Amérique nous parachutait une souris géante à Marne-la-Vallée. » Au lieu de ça, Christophe Colomb découvre l'Amérique et apporte aux indigènes tous les bienfaits du christianisme qui se résument dans le port obligatoire du soutien-gorge. Ça, on peut dire que les fabricants de slips et de soutifs doivent beaucoup au Vatican. Et ils en sont conscients au point de baptiser un de leurs slips Éminence. Ça me ferait chier d'être archevêque. Moi, à chaque fois qu'on me dit Éminence, je dis... Bon. Et évidemment, petit bateau pour Christophe Colomb. C'est amusant, c'est pas amusant. Comme c'est un film européen et familial, les Indiens sont vêtus d'un string. Vous avez vu? Ils ont une ficelle dans le cul, là. Bonjour l'habilleuse. T'imagines l'habilleuse en train de laver les strings tous les soirs? Enfin... J'espère qu'elle a des dents longues. Et pendant arrêtez d'imaginer, c'est de votre faute, vous imaginez. Il n'y a qu'à pas imaginer, vous avez une imagination débordante. Et pendant 2h30 du film, parce que je l'ai vu, pas la moindre image d'un matelot en train de gamahucher une indienne. J'emploie des termes propres, hein. Gamahucher. Je fais les gestes, mais on ne les voit pas à la radio, hein. À croire que même pendant leur séjour à terre, ils ont continué à enculer le mousse. Merci. Ah, ça, il m'a échappé celui-là. Vous voyez comme la pudibonderie donne de mauvaises pensées. La seule trace d'érotisme, on la voit briller dans l'œil vinicole de Gérard quand il discute avec Sigourney Weaver. Tupperware, je sais pas quoi. Là, on sent, dans le regard de Gérard, vous avez vu, on sent qu'il a envie de... Hein? Non mais franchement, vous avez vu le film, quand il regarde la reine d'Espagne, Sigourney, pas de grossièreté, je veux pas dire grossièreté. On sent qu'il a envie de lui planter quelque chose de dur dans le soissonnet. Hein? Dans le soissonnet, les enfants, vous cherchez sur votre livre de géographie. C'est la chatte. Alors... Un soissonnet, c'est un trou du cul du centre.
Tout ça pour dire, mon vieux Christophe Colomb, qu'au lieu de découvrir l'Amérique, t'aurais mieux fait de gamahucher la reine d'Espagne. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous, par ta faute, on découvre le nouveau candidat US aux élections. Un mec, il s'appelle Ross Perot. Perot! Et comme le fait remarquer Philippe Val, avec qui je joue le 21 à Bourg-les-Valences, et les 23 et 24 à Grenoble, C'est qui qui est c'est là, les rédacteur en Valences? chef de Charlie Hebdo, en vente tous les mercredis pour le prix de 10 francs. Dans Perrault, il y a paix et il y a ro. S'il est élu, c'est que les Amerlocs aiment vraiment la merde. Eh ben moi aussi je me suis marié, mais j'avais une excuse. Le lave-vaisselle n'existait pas encore. Je plaisante! Menteur! Je plaisante, faut pas croire ce que je pense. Non, je plaisante. Elle était super, douce, docile, c'était une indésite. Non, mais sans déconner, sans déconner. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi les gens se marient plusieurs fois. Moi, le mariage m'a appris que je préférais être célibataire avec une chemise froissée plutôt que marié avec une chemise nette. Ah, je suis soutenu, là. Et puis pourquoi faire le malheur d'une seule femme alors qu'on peut en faire chier des centaines? Je me suis rattrapé, là, hein. Je me suis rattrapé. Brigitte, si tu m'entends, tu m'as fait découvrir la jalousie le 20 décembre 52, lorsqu'à 18 ans, tu épousas Roger Vadim, l'homme qui épousa les plus belles femmes d'après François. C'est pas vrai! Sinon, il aurait épousé maman. Parce que maman, c'est la plus belle femme du monde. T'aurais épousé ma mère. Il aurait épousé ma mère. Merde, suivez, ben là, c'est compliqué, là. Donc, Roger Vadim aurait épousé ma mère, et toi, Brigitte, t'aurais été sa maîtresse, et j'aurais été son fils, et je t'aurais niqué dans son dos. Vous voyez le truc, là? Non, c'est très compliqué, la chose. Car quand tu avais 18 ans, Brigitte, j'en avais 12. Et j'avais déjà la taupine... Je recommence. Et j'avais déjà la taupinette qui feuginouillait. Voilà. Maintenant, on a toujours 6 ans de différence. Mais j'ai appris à maîtriser mes pulsions libidinales. Et quand je te vois en photo, ça m'aide. Je plaisante. Tu es toujours désirable. Quoique sur la photo de François, on te voit soutenu par ton dernier mari et on se dit que tu sors moins de la piscine de Saint-Tropez que de la piscine de Lourdes. Je ne plaisante plus. Après Vadim, ce fut Jacques Charrier, le 18 juin 1959. Tu étais encore plus belle, épanouie. J'avais 19 ans et tu m'excitais tant que moi qui suis droitier, je n'écrivais plus que de la main gauche. Je vous laisse réfléchir un peu. On a tous beaucoup Grâce écrit. à toi, je devins ambidextre. Merci, Brigitte. Les murs de ma chambre étaient couverts de tes portraits. Je te dis pas avec quoi je les collais. Oh, Patrick. C'est bon Mignon, appétit à hein. tous ceux qui prennent leur petit déjeuner. Vous êtes sur France Inter. Je collais mes photomatons sur la figure de Charrier. Quel beau couple nous faisions. Qu'est-ce que t'as raté? Car moi, à 19 ans, quand j'avais... Attention, hein. Attention, j'étais pas encore passé sous un camion. Et puis Jacques Charrier disparut des écrans où ses films quittaient l'affiche avant qu'on la colle. Il ne perçait pas l'écran, on peut pas être partout. En 1966, c'est Günther Sachs, le maillot de bain ambulant qui se shoot à l'ombre solaire. Et vous partez en voyage de noces à Tahiti pour fuir les photographes qui vous attendent. Vous arrivez radieux, vous repartez irradié. Günther voudrait un enfant, mais tu n'aimes pas les oursins. Puis c'est la longue traversée du désert, t'en as marre des hommes, mais on guette quand même le prochain. Après Vadim, Charrier, Sachs, on se dit, oh là là, c'est de pire en pire. Et là, un mec du Front National.
Alors la merde. Alors la merde. Vivement le prochain. Espérons que ça sera un phoque, histoire d'avoir le regard humain. Alfred Ménard-Conquin, vous êtes metteur en scène, et alors là, c'est extraordinaire parce que vous revenez d'Amérique du Sud. Vous êtes allé en Amérique du Sud. Oui. Oui, ça permet à la critique de dire que j'en reviens. Donc, Alfred, vous allez bientôt diriger le centre culturel de Mets ta main sur mes œufs. Oui. Mais la commune de Mets ta main sur mes œufs a fait un gros effort budgétaire en estimant qu'il était indispensable de sensibiliser une population qui était privée d'espace ludique. Oui, mais enfin, c'est une toute petite commune, hein, Mets ta main sur mes œufs. Je l'ai souvent dit, mais j'en ai jamais entendu parler. Vous en entendrez parler grâce au Centre d'action culturelle. C'est le CAC. Centre d'action culturelle. D'ailleurs, vous êtes invité à la première représentation. Mais merci, vous êtes gentil, mais ça tombe quel jour? Car il faut l'annoncer. La première tombe juste le soir de la dernière. Ça, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Mais alors bon, vous n'envisagez pas de prolongation? Si, peut-être. Peut-être en matinée scolaire. Pour montrer aux enfants que le théâtre, c'est aujourd'hui, le théâtre, c'est quoi au fond le théâtre? C'est un réceptacle, le théâtre. C'est ça, c'est un réceptacle. D'abord, il est plein de son contenu dramatique. Il est plein, et peu à peu, il s'écoule par une seule issue, qui est l'espace-temps. Oui. C'est un peu le principe du bidet. Mais, Alfred Ménard-Conquin, quelles sont vos sources d'inspiration? Ouais. J'ai toujours été frappé. J'ai toujours été tourmenté par deux concepts. Ou si vous préférez, deux fantasmes. Oui, ben je m'en fous, allez-y. D'abord, par la dialectique du capitaine Haddock et par la ménopause chez les aminématrices de la météo. Je crois que j'ai réussi à faire la synthèse des deux concepts. Bon alors, donc avec ça, vous avez écrit une pièce. Oui, hein. Dans l'avion, j'ai écrit avec deux comédiens exceptionnels. C'est des comédiens. C'est rien. Ils ont jamais joué. Alors, des comédiens qui n'ont jamais joué, alors ça c'est fou. Comment on peut être comédien et n'avoir jamais joué? Oui. Oui, on peut. Le comédien qui joue aujourd'hui, alors là, vraiment, le comédien qui joue, je trouve ça, c'est répugnant. Ça pue. Ça pue, quoi, ça pue. Alors, il paraît que la pièce se déroule sur un échafaudage. Dessiné par White Connolly, tout à fait. Et je me suis laissé dire que le décor était nul. Oui, mais il a coûté cher. Mais vous avez des subventions alors que d'autres ont un public. J'ai opté pour le premier concept. Le public est toujours... c'est ça le public. Le public est toujours décalé par rapport aux œuvres originales. Le public viendra plus tard. Oui, après la fermeture. Et c'est pour ça que là, l'architecte a prévu un truc original à l'intérieur du centre d'action culturelle. Ah, écoutez, là, je vous pose une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous le dévoiler? Une cafétéria. Merci, Alfred. Nous sommes sortis, ce qui est une bonne chose. Je crois que ce qui vous a donné envie de faire du café-théâtre, c'est un spectacle que vous avez vu au Café de la Gare où il y avait une histoire de boulon.
c'est ça? Oui, c'était des boulons dans mon yaourt, ça s'appelait. Oui. Enfin, c'est-à-dire que c'est le premier spectacle du Café de la Gare que nous ayons vu, mes camarades du Splendide et moi-même. À l'époque, on était au lycée et on s'est dit, tiens, ça c'est vraiment une voie dans laquelle on aimerait bien aller s'aventurer. Et vous, à 16 ans, vous avez écrit votre première pièce, La concierge est tombée dans l'escalier. Ah oui. Bon, enfin bon, ça n'a laissé de traces que dans l'escalier. Dans l'escalier, mais dans nos mémoires émus. Mais oui. En tout cas, en face du café-théâtre où vous jouiez, il y avait, je crois, Patrick Font, au vrai chic parisien. Exactement. Eh bien, bonsoir, Michel. Ou plutôt bonjour, car il est midi, soyons réalistes. Merci d'être venu. Quand je pense que nous avons débuté dans la même rue, impasse d'Odessa, ce petit bout de ruelle mal pavé du vieux Paris lyrique, où rôdaient encore les souvenirs conjugués de la Gauloise de Prévert et des caméras de Marcel Carnet, dernier haut lieu du Montparnasse de l'après-guerre, où 3 petits théâtres, le Lucernaire, le Vrai Chic Parisien et le Splendide, bourgeonnaient à 2 pas du café Glacier, où une aimable mamma italienne nous servait de grosses glaces dont la chantilly pèse encore sur les hanches de Josiane Balasco. Du petit glacier, là, ils avaient un café extra. Bon, ouais. Cette impasse a disparu. À la place trône un hôtel Mercure. Mercure, le dieu des marchands et des voleurs, il n'y a pas de hasard. Soulignons au passage la lucidité des Romains. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Pulvériser l'impasse d'Odessa, et puis les années passèrent. L'un de nous deux a réussi. Alors qu'est-ce que tu deviens? Je plaisante. Je plaisante et tu es plus connu que moi, mais au fond, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que je suis moins connu que toi. Michel, tu fais partie de ceux qui débutèrent avec la truelle en main, mesdames, messieurs. Quel exemple pour les jeunes, bâtissant ton théâtre à la force du poignet. Avec l'équipe du Splendide et jouant le soir, avec du plâtre dans les cheveux, sur le crâne, et avec des callosités aux mains. Le cal durci à chaque doigt, ce cal qui s'est enfui, qui fait dire à Laurent Ruquier, on ne sait plus où les cales sont. C'est de Laurent Ruquier. Je te remercie. Je ne me permettrai pas cette facilité. Oh, le salaud. Qui a dit le salaud? C'est moi. C'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur. Au Splendide, vous faisiez chaque soir 15% de réduction. Trompe-moi si je t'interromps. De réduction chaque soir aux clients qui avaient soit la barbe, un autre soir aux dames qui avaient un slip noir, un autre soir à ceux qui bavaient, et même un soir aux mecs dont le membre viril dépassait 22 cm, les autres n'ayant pas le droit d'entrer. J'étais donc ce soir-là dans la salle. Non, je plaisante. Je plaisante car vous n'usiez jamais de grossièreté. Au contraire de Fontéval qui jouait juste en face. Et avec qui je joue vendredi prochain à Saint-Étienne. Location à la FNAC. Nous dédicacerons à 15h nos 2 ouvrages. Récemment parus aux éditions Calman-Lévy et In Fine. Ah non, Cherche Midi et Calman-Lévy, c'est rien à cirer. À propos du Splendide, je raconte souvent une anecdote à des miens amis. C'était au printemps 75, tu repeignais l'enseigne du Splendide pendant que les autres étaient au restaurant. Je passais au pied de l'échelle et tu m'as dit... Je rigole parce que je connais la fin. Et tu m'as dit, avec ton petit pinceau à la main, tu m'as dit, attention à la peinture. Ce sont des anecdotes de métier que le public ne peut pas comprendre. C'est toujours ça de gagner. Michel,
Michel, je ne serai pas comme ces journalistes qui posent toujours la sempiternelle question « Quels sont vos projets ?» Car je suis comme tout le monde, je m'en fous. L'important est que tu continues à bien servir le cinéma comme tu l'as toujours fait jusqu'à présent. Je bois un coup, hein. Michel, je peux t'appeler Michel, on va pas s'appeler madame. Aujourd'hui, tous tes amis sont là. Par la présence ou par la pensée. Accepte notre hommage appuyé. Tu seras toujours présent par l'image et par le truchement. Du son. En mon nom et par ma bouche, Michel reçoit ces quelques fleurs en témoignage de l'admiration de tous tes amants et repose en paix. Amen. Je n'ai pas commencé par des chansons d'amour, mais par des chansons de révolte. Parce que, comme tous les intellectuels de gauche, je voulais changer le monde, sauf les restaurants et la société des auteurs. Ma première chanson s'intitulait « Tout le monde est con ». Je dois dire que rapidement, l'effet sur le public ne fut pas transcendant. Les 4 personnes qui étaient dans la salle ne semblaient pas convaincues, et si elles applaudissaient debout, c'était parce qu'elles se levaient pour partir. Le refrain de cette chanson disait « Dans ce pays, tout est surfait, le monde est con comme un balai. » Mon père me fit observer que si tout le monde était con, j'en faisais partie. J'avais pas pensé à ça. C'est dire si j'étais con. Alors j'ai modifié le refrain qui est devenu « Le monde est une triste fresque, le monde est con comme un balai ou presque. » C'était mieux. Oui, enfin, bon. Le succès ne vint pas davantage. J'avais chanté cette chanson à un directeur artistique d'une grande maison de disques qui l'a écoutée attentivement et qui m'a dit « Écoutez, votre chanson est parfaite, mais il faudrait changer les paroles, la musique et la faire chanter par quelqu'un d'autre. » Je suis sorti de la maison de disques furieux. Et pour me consoler, je me disais que ce directeur artistique était un capitaliste pourri. Je ne citerai pas son nom puisque c'est aujourd'hui le directeur de ma maison de disques. Il est pourri mais pas capitaliste. À l'époque, mon manichéisme politique m'incitait à penser qu'il y avait les bons à gauche et les mauvais à droite. Aujourd'hui, je pense que si tous les cons votaient à droite, Mitterrand serait un groupuscule. Ça marche mieux à Nice, hein. Mon père me dit un jour, tu devrais traiter des sujets plus précis. Comme c'était l'époque de la chanson pacifiste, représentée par Hugo Frey, qui aujourd'hui fait la promotion de la station de Flaine, une merde en béton qui insulte la montagne. J'ai écrit dans... Ça marche mieux à Chamonix, hein. J'ai écrit dans une chanson intitulée « À bas la guerre et vive la paix ». Il y a le sens de l'observation, déjà. Un refrain qui disait ceci: un obus de canon fait le tour de la terre. Celui qui l'a tiré l'a reçu dans le derrière. On ne pouvait pas être plus précis. À condition naturellement de trouver un canon dont la portée était assez longue pour envoyer un obus qui traça une trajectoire de 40 000 km. Il y avait dans un couplet ce passage qui disait « Quand un fusil tire des balles, ce sont des balles qui vous tuent, à l'exception des balles perdues. » Des questions? Exaspéré, mon père me conseilla de faire dans la chanson naturaliste, et c'est ainsi que je fus à l'origine de la chanson écologique, avec ce tube qui remporta un succès fou dans les ateliers de poterie. Si j'étais un petit oiseau, je ferais cui, cui. Suivez, on le dirait comme des cons, là. Si j'étais un petit mouton, je ferais bébé. Si j'étais un petit poisson, je ferais glou. Mais je ne suis ni oiseau, ni poisson, ni mouton. Et c'est con.
Oui, mais c'est pas plus con que Dorothée. Dorothée n'a pas la prétention de changer le monde, parce que si elle en avait le désir, on la verrait pas sur TF1, la planète des crétins. La preuve, Sabatier, la preuve que c'est la planète des crétins, Sabatier veut y retourner, alors, hein. Décidément, je ne renie pas mes 14 ans. Le monde est con. Patrick Font. Patrick Font. Vous l'avez croisé dans différents galas, Patrick Font, Isabelle Aubray. Vous l'avez croisé, j'imagine, Patrick Font, déjà dans différents... Vous n'êtes pas choqué par tout ce qu'il raconte? Oh non, 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 je connais bien. Très longtemps. Oui, bien sûr. Peut-être plutôt que d'évoquer les anciennes chansons de Patrick Font, on va évoquer vos nouvelles à vous et Patrick. Qu'est-ce qu'elle ciné? C'était moi. Bah ouais, le monde est petit, hein. Je tenais le stand du Havre. Avec un copain, on vendait des spécialités du Havre. Des croissants au beurre. Parce que c'est un Havrais qui a eu l'idée de premier de mettre du beurre dans les croissants. Avant, le beurre se vendait comme ça, sans croissant. Et avec mon copain, on criait les merguez qu'on essayait de vendre. Mais vous êtes jamais venu chez nous, Isabelle, hein? Non, vous veniez chanter avec votre manger. Elle amenait son manger. Bon. Elle amenait son manger, on a le droit. Alors mon pote, c'était Ludovic Ségalet. Ludovic Ségalet, je vous en parle, Ludovic Ségalet, parce qu'un jour, vous avez mis une nouvelle chanson dans votre répertoire, ça faisait « La mer sans arrêt, rouler Ségalet ». Ah, la crise arrêtée. Mort de rire. Comme dit la camarade Roumanoff. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu Anne Roumanoff. Elle tenait le stand à côté, le stand Auvergne, restons unis dans l'unité. Et devant les gens, elle faisait des tripous. Avec ses petits doigts de fée, elle faisait des tripous. Elle avait amené des intestins de brebis, tout frais de la veille. Et elle faisait des tripous. Anne Roumanoff. Fallait la voir rouler ça dans ses mains de fée, jusqu'à ce que ça fasse 2 grosses boules de viande. Et un jour, à Ségalet, il a dit « Hey, si tu me fais la même chose, je t'épouse. » Et voilà. Il décollait, Ségalet. Vous avez compris, la mer sans arrêt. Oui, oui, non, d'ailleurs, c'est là que Anne, elle a connu son futur mari, Philibert. Un type en or, un très bon musicien, comme le sont généralement les aveugles. C'est faux, hein. C'est faux, il n'entend rien. Alors, à côté du stand de la camarade Roumanoff, il y avait le stand de littérature populaire, culture et prolétariat, où André Lajoigny dédicaçait des protèges cahiers. Et il nous engueulait, alors Dédé nous engueulait, il disait, vos merguez, elles puent, vous savez pas les faire, vos merguez, elles puent, vous savez pas les faire, et Ségalet, il dit, hey, ta mère non plus, elle a pas su te faire, hey, banane. Alors Ségalet, il décollait. Déjà, on commençait à sentir des dissensions au sein du parti. Qu'est-ce qu'on a pu lui balancer au Dédé Lajoigny? Parce que entre lui et l'humour, il y avait 10 fois l'épaisseur du mur de Berlin, tu vois. Alors évidemment, Anne prenait sa défense. Mais arrêtez de vous moquer d'André Lajoigny. Si vous croyez que c'est facile de faire une croix sur un protège-cahier en plastique, avec une plume sergent-major, et puis c'est pas de sa faute s'il n'a pas de dynamisme. Il a eu une enfance difficile avec des parents qui lui marchaient dessus. Du pied gauche. Il a été bercé trop près du mur et le mur était crépi. Et bien il a surmonté toutes ses difficultés. Et maintenant, il est chef de stand à la fête de l'UMA. Alors moi je lui dis, continuez André. Je vous aime bien. Je vous propose, Isabelle.
Ah, je vais commencer par la... C'est fini, tu n'as plus le temps. Bien. Ah bah, c'est du moment que j'ai le cachet, je m'en fous. Je vais commencer par la petite pensée du jour, parce que tous les matins en me réveillant, j'ai cette chance, une petite pensée qui me traverse la tête. Bon, à la limite, ça fait du pognon et des droits d'auteur. Et il y a des gens qui se réveillent mal. J'ai la chance de me réveiller bien. Et ce matin, il m'est venu un truc comme ça. Tout à l'heure, je vous dis ça comme ça n'a rien à voir avec l'émission. Si tu déplais à un mec, alors ça s'adresse aux hommes. Si tu déplais à un mec, réjouis-toi. C'est que tu déplais à sa copine. Non, c'est le contraire. Bon, eh bien, bonjour. Nous sommes lundi. Et non, si tu déplais à un mec, c'est que tu plais à sa copine. Bon, ça suffit. Hier matin, par exemple, j'ai eu une autre pensée qui... en me réveillant, comme ça, je dis, tiens, il n'y a plus de café. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Puisqu'on est dans l'héroïsme, braquons nos regards. Oh, merde. Ça va pas du tout, ce matin. Recon nos braques, Marlon. Surtout que ça veut rien dire. Le verbe requer n'existait pas. Sur les toréadors, qui exposent leur vie dans un art contesté par moi-même. Et voilà. Ça se passe à Nîmes, la feria de Nîmes. La fête des alcooliques, des bourrés, les ruelles et les trottoirs repeints au vomi pendant 3 jours. Ça, c'est de l'art. Avec des grumeaux qu'on met une semaine à enlever. C'est de l'art du grumeau. Bon, je m'en fous, on passe jamais à Nîmes. Enfin, bon. J'espère que ça arrivera pas. Quelle triste fin, en vérité, que de mourir en plein été au milieu des arènes de Nîmes pour avoir lâchement reçu un coup de corne dans le cul donné par un taureau infirme. On s'était dit, il n'y a pas de danger, il est tellement handicapé qu'il ne tient plus sur ses 3 pattes. On n'a qu'à choisir celui-là pour les débuts de Manoletta, playboy de la région Rhône-Alpes. Aussi le jour de la feria, quand le taureau se présenta face au toréador en herbe, celui-ci planta son épée dans l'échine du bovidé et lui tourna le dos. Superbe. Il était superbe. Avec son petit chapeau à oreilles, son habit de lumière et son collant qui lui moule les boules, il était super. Ses petites fesses musclées, bon j'arrête, je bande. Vous voyez, il tourne le dos au taureau, là, il a planté son épée, il y a des fleurs qui tombent, les gens qui vomissent partout. Bon. Ça sent bon l'art, la corrida, ça sent le ricard, enfin le ricard. Voilà. Des gradins montent une clameur qui se change en cri de stupeur, alors que l'animal docile, réveillé par ce stimulus, encorne l'autre par l'anus et le promène dans toute la ville. Vous voyez l'image? Oh, tristesse, oh, désolation, c'est pis qu'une révolution, semble dire la cité qui vibre de haine à l'égard du taureau, qui a l'air de dire au badaud « J'ai encore une corne de libre ». Puis, lassé par ce petit jeu, il abandonne le jeune merdeux dans une poubelle municipale et s'en va tout gai, tout joyeux, en boitant, certes encore un peu, revoir sa Camargue natale. Ouais. C'est une légende. J'aurais aimé évoquer aujourd'hui les beautés du football, étant fanatique moi-même de ce sport populaire, national et international, puisque je suis demi-centre de mêlée d'ouverture dans l'équipe de ping-pong de la Clusaz. Mais, monsieur Guiraud, vous comprendrez que actualité oblige, c'est bientôt Noël. Et la direction de France Inter m'a contraint d'en évoquer aujourd'hui les délices. C'est un rap. Alors, l'avantage du rap, c'est qu'on touche des droits d'auteur sur une musique qu'on ne fait pas. Et aussi sur des paroles qui sont cons comme la lune. Je m'excuse pour la lune. J'ai la prétention d'avoir écrit un texte qui soit moins con que la lune. Chaka. C'était l'intro. Maintenant, c'est terminé, a dit Saint Nicolas, dans un accès de rage dont on se souviendra, d'autant plus qu'en poussant sa gueulante divine, il a fait crever Dieu sur sa couronne d'épines. Scandale dans les familles de toutes les planètes, scandale au Vatican,
aux Galeries Lafayette. C'est l'annexe, hein. Vous me gonflez les burnes, a dit Saint-Nicolas, dans une lettre adressée aux enfants d'ici-bas. Chaka, 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 c'est la chaka. C'est quoi la chaka? C'est la chaka. Mes enfants, c'est fini, je rends mon tablier, ma barbe et mon traîneau, ma hotte et ma bonté. Si vous voulez des jouets, ne comptez plus sur moi pour glisser comme un con la nuit sur tous les toits. Ne me faites plus descendre dans vos cheminées pour garnir vos chaussettes et remplir vos souliers de fusils mitrailleurs, de soldats, de canons et de poupées qui pètent et qui demandent pardon. C'est la chaka, chaka. Y en a marre des conneries qui plaisent aux parents pour rendre aussi con qu'eux la plupart des enfants. Je connais d'autres jeux bien plus éducatifs, absolument gratuits et autrement jouissifs. Tu vois ce que je veux dire? Chaka, chaka. Tripote-moi la chaka, chaka. Comment ça comprendre ce que c'est que la chaka? Oh, on est bien. Des jeux qui sont encore interdits aux mineurs par les lois meurtrières des marchands de bonheur qui, aux branches meurtries des sapins de Noël, accrochent les panoplies des tueurs professionnels. Chaka, chaka, c'est la chaka de la chaka du chaka. Aussi vrai que j'en ai marre des Noëls de papa, je ne veux plus être complice de ces saloperies-là. Pour meubler vos loisirs, mes tendres chérubins, baissez donc vos culottes à l'ombre des sapins. C'est quoi ça? C'est la chaka. Mais pourquoi t'as une chaka et moi j'en ai pas? Faites ce que de tout temps vos ancêtres honteux ont fait dans les recoins des greniers poussiéreux, mais ne vous cachez plus car la beauté attend d'éclater au grand jour depuis 25 000 ans. D'accord, qu'est-ce que tu dis? T'es con, ah, le disque est rayé. La beauté, mes amours, on vous dira souvent qu'il vaut mieux la cacher, que c'est plus excitant de n'en montrer qu'un peu afin d'imaginer ce qu'on vous interdit de voir et de toucher. Et tandis qu'on vous cache les prairies du bonheur, on vous montre la guerre à la télécouleur, je crois qu'il serait temps que l'on enterre un jour les monuments aux morts sous un verger d'amour. Je crois qu'il serait temps que l'on enterre un jour les monuments aux morts sous un verger d'amour. Tchaka! Vous pensez que je demande son transfert je demande son transfert à l'AJ Auxerre ou qu'est-ce que je fais pour lui? Ils ont droit à combien de fois à la chaka par semaine, vos joueurs? Giroud. Là, je ne suis pas. Je vous demande... Oui, dites oui de toute façon. Je m'excuse de profiter de ma présence à l'antenne pour assurer la promotion d'une nouvelle danse qui s'appelle la chaka. Encore? Oui, encore, mais j'en ai parlé 2 fois récemment, mais j'en ai parlé, c'est tout. Je l'ai évoqué là, aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vais vous livrer le morceau complet. En exclusivité sur France Inter, parce qu'on n'en a pas voulu ailleurs. La chaka, c'est une espèce de rap, mais avec un texte. Chaka, 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 chaka c'est la chaka. La chaka c'est quoi? C'est là, on ne souffle pas. Chaka. Des questions? Pierrot se souviendra longtemps de sa première nuit d'amour, car Pierrot était si content qu'avant même le lever du jour, il embrassa le front de celle qui l'avait tant comblé de joie. Lui dit à bientôt, mademoiselle. Je suis tellement content de moi, content de vous, content de tout, si content et si tant content que je vais le crier partout, à commencer chez mes parents.
chaka, c'est la chaka. La chaka, c'est quoi? C'est là. Ta gueule, toi, là-bas. Chaka. Chez les parents, on en était à l'heure du café Calva. Pierrot entra et dit « Ça y est ?» Le père lui dit « Bah ça y est quoi ?»« Eh ben ça y est, répondit-il, je ne vais pas vous faire un dessin. » La mère lui dit « Que se passe-t-il? T'as réussi ton examen ?»« Mais non maman, cria Pierrot, c'est encore plus excitant que ça. Maman, je ne suis plus puceau. Papa, il faut arroser ça !» Chaka, chaka, c'est la chaka. Chaka, c'est quoi? C'est la... Chaka. Non, parce que j'ai pas de percussion, alors faut que je me dérange. La chorégraphie est de Laurent Ruquier. Oh, d'Arthur Plachaka. Il n'eut pas plus tôt achevé sa phrase qu'instantanément, le père dégueule à son café sur la mère qui cracha ses dents. Les dents tombèrent sur le chat qui les engloutit d'un seul trait pour les recracher sur le toit en disant « c'est pas du poulet ». Le père monta sur la gouttière afin d'aller chercher les dents, glissa et tomba sur la mer et ils crevèrent en même temps. Taca, 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 la taca, la taca, c'est quoi, c'est là. On m'en a coupé une ce matin. Là. Je me sers de l'autre. Moralité, si vous avez des parents qui vous font trop chier, le moyen de s'en débarrasser, c'est de leur dire. C'est de leur dire. C'est de leur dire la vérité. C'est leur dire la vérité. Chaka, quoi t'es, c'est la caté, la vérité. Chaque pas, quoi. Ah là là. Je disais. Et vous, Jacques Ramade? Merci. C'est sympa. Le pouvoir use. La gauche est usée. Elle doit laisser la place à la droite, qui en 81 était déjà si usée qu'elle avait laissé le pouvoir à la gauche. En 93, la droite va prendre le pouvoir avec des mecs qui étaient déjà usés en 81, notamment Giscard et Chirac, qui en 93 seront remis à neuf, rechappés, au point qu'on ne verra plus les coutures, les rustines et les traces d'enduit. Donc, ok, la gauche est usée. Alors on pense que la droite va proposer des candidats neufs, des jeunes enthousiastes, imaginatifs et énergétiques qui vont nous faire bander. Ils vont dire, mais oui, pour un nouveau départ sur les chapeaux de roue. Et qu'est-ce qu'elle nous propose? Giscard et Chirac. 2 délégués du musée Grévin. En 13 ans d'opposition, la droite n'a pas été foutue de fabriquer un leader de moins de 40 piges. Elle n'a pas arrêté de vanter les mérites d'Antoine Pinet, qui, selon la grosse Bertha, vient d'être élue Miss France au bénéfice de l'âge. En 13 ans d'opposition, elle nous a dit, la droite, que De Gaulle était général, que la France faisait partie de l'Europe, que les chômeurs n'avaient pas de travail, et que l'immigration présentait des problèmes qu'il fallait résoudre en les résolvant. Qui pourrait croire qu'en reprenant leur fauteuil usé bien avant 81, Giscard et Chirac vont y déposer des culs neufs. Des culs neufs. Giscard et Giscard et... Ah pardon. Ah, le lapsus est intéressant. On dit tout... Ah, il n'y a pas de lapsus innocent, hein. Donc Giscard et Chirac ont tout de même un... Non, quand même, soyons objectifs, ouais. Bon. Ils ont un point commun. Non, mais sans déconner, les mecs. Oh, non. Soyons sérieux quelques secondes. Ils ont quand même une idée commune, une base d'accord. Soyons objectifs. Tous les deux veulent devenir président de la République. Mais ils sont complètement d'accord. Si leur logique commune persiste jusqu'en 95, il faudra que Giscard et Chirac soient tous les deux présidents de la République. Moi, je veux bien. Mais comme disait mon grand-père, eh ben, mon Dieu. Eh ben, mon Dieu. Il suffit d'un cul pour faire de la merde. C'est mon grand-père. Et sur ce point, on peut leur faire confiance. À tous les deux. Il apparaît qu'à gauche comme à droite, tout le monde est usé, raplapla, déglingué, naze, que dis-je, nasbrock. Sauf Marchais, naturellement, qui remporte une formidable victoire à chaque élection.
fois qu'on a envie de lui dire, Georges, quel est le secret de votre réussite? Ben, ma réussite, je la dois à Georges Brassens. Parce qu'il a dit dans une chanson, je me rappelle bien, au-dessus de 4, on est une bande de cons. Alors, après chaque élection, je vois que le Parti communiste devient de plus en plus intelligent, vous voyez. Vous allez me dire, mais il y a tout de même d'autres idées, d'autres mouvances. Hein, il y a chasse, pêche et tradition. J'y avais pas pensé. Il est vrai qu'avec chasse, pêche et tradition, oui, quoique leur sigle présente un aspect négatif, CPT. Avec CPT, on peut imaginer une France nouvelle qui se lèverait des potrons minets, avec une Winchester, une canne à pêche, 3 litrons de gros rouge, le bienvenu, ce vin qui passe tout droit de la bouche au rectum en bousculant tout sur son passage. Il grille les feux rouges, qui détartre la cuvette en 2 secondes, et qui perce le plancher au point que quand tu chies au 6e étage, tu te torches au 1er sous-sol. C'est une image, hein, c'est poétique, c'est poétique. Oui, c'est poétique, c'est profond. Avec CPT, on tirerait sur tout ce qui bouge, et seule la poste en réchapperait. Non mais prenez votre temps, hein, c'est là. Mais là, encore aucun leader ne se pointe à l'horizon. Patience, patience. Avec CPT, ça va péter, moi je te le dis. Chaque jour, un arabe, sinon rien. Il faudrait un nouveau César qui, comme Jules, serait l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. Patience, patience. Restent les écolos et le Front National. Le Front National qui, à l'égard de l'écologie, adopte la politique de la main tendue. Les uns sont mous, les autres sont durs. Et quand on voit ce qu'ils nous proposent, on n'a qu'un seul slogan. Votez dur, votez mou, mais votez dans le trou. Patrick Fonte. Soir chez Pivot dans... J'ai peur. Je l'ai entendu tout à l'heure. J'ai très très peur. La porte de sortie est de quel côté? Non, je n'attaque que les gens qui sont pas là. Je suis courageux, mais pas téméraire. On reprochait à Georges Moustaki de ne vivre qu'avec de très jeunes femmes. Il répondit, entre 2 oreillers, « Que voulez-vous, je ne me déplace qu'en moto. Une femme de mon âge sur la selle biplace, j'ai une angine sans poitrine dans le dos. » Pas de moi, c'est de Moustaki. Un jour, j'ai commis un mot d'auteur dont je suis assez content. Et qui dit, je me cite, « On s'habitue à tout, même à la fidélité. » Bon. Non, c'est pas rigolo, c'est profond. On s'habitue à tout, même à la fidélité. C'est assez fort, ça pourrait faire un sujet pour le bac. Hein, mais attendons d'être morts pour que les autorités culturelles s'aperçoivent que vous êtes nés. Dans notre civilisation, la fidélité est bien vue. On l'honore, on la respecte, comme on le faisait jadis de la virginité. Arriver vierge au mariage était un blason. Aujourd'hui, c'est la preuve qu'on est imbaisable. L'hypocrisie recule, comment veux-tu, etc. Refrain hebdomadaire. La fidélité amoureuse garde encore quelques lettres de noblesse, mais qu'est-ce que la fidélité? Question posée par Madame Genouillard de Méburn-sur-Yvette. Ah, c'est une question difficile. C'est une question difficile, madame. Mais c'est le banco, hein. On n'allait pas vous demander combien font 2 et 2, hein. Faut pas chier dans la colle. Bon, c'est le gong. J'aime bien faire le gong. Ah, cher monsieur, la fidélité, je lis sur mon petit papier, la fidélité, c'est un goût prolongé pour quelque chose. Par exemple, j'ai toujours aimé les huîtres, je suis fidèle aux huîtres. Bon, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à l'italienne. Hein. Entre parenthèses, je voudrais dénoncer une publicité mensongère de France Inter qui dit « Le plus court chemin vers le bonheur, c'est l'huître ». C'est pas vrai. Le plus court chemin vers le bonheur, c'est la moule. Oh, oui, c'est vulgaire.
C'est vulgaire, mais qu'il jette la première pierre, celui qui va prendre ma main dans la gueule. Moi. Non, j'oserais pas. Conjugalement parlant, la fidélité, c'est le besoin de stationner auprès de quelqu'un. Mais pourquoi? 5% parce qu'on l'aime. 2% parce qu'on est aveugle. 12% parce qu'on n'a pas les moyens de se payer une machine à laver la vaisselle. 43% parce qu'il y a les gosses et que tout le monde n'a pas la chance d'habiter au bord de la Vologne. Oh bah ils avaient qu'à pas nous casser les couilles depuis 15 ans avec leur connerie, la merde, ils font chier. 27% parce qu'on se fout des baffes et qu'on aime ça. Bien que, comme disait Pierre Doris, on ne frappe pas une femme à coups de poing. Avec un torchon mouillé, oui. 16% parce que quand le conjoint est riche, on se marie en viager. Et 5% qui ne se prononcent pas, ils sont ensemble comme ça, cool, et que, comme dirait Patrick Bruel, alors regarde un peu, tu verras qu'on est plus d'un quand on est deux. Enfin, et pour terminer, il y a la fidélité qui consiste à changer d'amour en conservant l'amitié pour les anciennes conquêtes, estimant que malgré la joie de chausser quelque chose de neuf, on est quand même bien à l'aise dans les anciennes pantoufles. Patrick Fontaine. Ramad. Bon, eh ben après ce que vous avez dit, je sais plus ce que je vais dire, moi, il n'y a plus grand-chose. Hein. Bon, allons-y. Je le dis sans détour, je suis pour l'Europe de Maastricht. Pourquoi? Parce que Le Pen est contre. C'est tout, c'est tout. D'accord, mon analyse politique manque de finesse. Mes hyperboles ne sont pas confites, ma catachèse n'est pas veloutée. D'accord, mais quand on sait que la Joigny aussi est contre l'Europe de Maastricht, pourquoi bouder son plaisir d'être en désaccord total avec Laurel et Hardy? Vous me direz, mais il y a aussi un PS qui est en désaccord avec l'Europe de Marsbiche. C'est Jean-Pierre Enchevêtrement. Il est contre Jean-Pierre Enchevêtrement au nom, je le cite, d'une certaine idée de la République. J'en discutais hier avec un pompiste. Et je lui disais, entre autres choses, voyez-vous Albert, Jean-Pierre Enchevêtrement est contre l'Europe de Maastricht au nom d'une certaine idée de la République. Albert me rétorqua sans hésiter, super au gasoil. Cette anecdote montre, s'il en était besoin, que la France profonde, dont je fais profondément partie, se préoccupe de l'Europe de Macmiche autant que de l'élevage des escargots nains en milieu acide ou des conséquences de la ménopause chez les morpions femelles de la Mongolie extérieure. J'ai lu VSD pour vous cette semaine. Vous pourriez me dire merci. Il n'y a pas de quoi, c'est pour... Et j'ai relevé qu'à l'égard de l'Europe de pois chiches, Laurel et Hardy affichent un comportement glacial. Séguin, Enchevêtrement et De Villiers, froid à très froid. Le très froid, c'est De Villiers. À Belleville, on l'appelle Findus ou De Findus, car la particule, c'est important pour péter plus haut que son pète. Comme on dit en Belgique. Monsieur, vous pétez plus haut que votre pète, monsieur. J'aime bien les Belges, ils ont des images. Antoine Wechter, lui, est tiède. Ça vous étonne? Wechter tiède, quel pléonasme. À Rungis, on l'appelle l'endive. Mais c'est très exagéré, car si j'en crois Jean-Pierre Coff, l'endive est mal connue. C'est un légume de caractère, merde. Aussi bien cuite que crue, putain. Et si tu l'aimes pas crue, t'as qu'à te la foutre en cul. Hein, voilà. Il dit ça, Coff? Le Coff, il dit... Mais Coff, il dit pire que ça. Je n'oserais pas... Ben, je le sais, c'est moi qui fais ces textes. Mais nous nous éloignons du sujet. Chassez le vulgaire, je reviens au galop. Chirac est chaud, mais Giscard est très chaud. Ça y est, voilà Chafoto et Maury qui sont plus branchés sur la même tuyauterie.
Lorsque Giscard d'Estaing rencontre Jacques Chirac, plutôt qu'un long discours, il nous dit tout à trac. J'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Viens vite que je te prenne et casse-toi, j'ai plus besoin de toi. Piou, 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 piou. C'était un extrait de l'album que je n'enregistrerai pas. Rassurez-vous, il y a assez de conneries comme ça sur le marché de la chanson. En conclusion, l'Europe de Mémiche, c'est quoi? Bon, c'est... oui. Bon, un point positif, on va pouvoir circuler sans buter sur la gueule des douaniers. C'est déjà une angoisse en moins. Parce que même si t'as rien à déclarer, t'as toujours envie de leur déclarer. Merde! Arrêtez de me regarder comme si je transportais votre bonne femme dans ma boîte à gants. On va pouvoir circuler, mais attention, vu le prix du train, de l'avion, du carburant, circuler coûte la peau duc. Pour ne pas dire la peau dec. Car tout augmente. Si tout ça ne diminue pas de moitié, on restera chacun dans son trou, dans son alvéole, dans sa cellule, chacun devant sa télé. Ce sera l'Europe des abrutiches. Mais ne soyons pas négatifs en conclusion et permettez que je vous donne la première leçon pour devenir européen. Si vous buvez de la bière glacée en été, ce qui est très dangereux, faites comme les Allemands. Un bon coup de schnapps pour chauffer l'estomac, et hop, ça vous fera passer le goût de la Valstar. Parce que chaude ou glacée, la Valstar, c'est dégueulasse. Voilà l'Europe.